L'exercice 3, on l'a fait? On l'a fait, l'exercice 3. Le cas d'une entreprise qui vend des produits. Oui, voilà. Donc, on passe directement. Donc, nous avons ici l'exercice 4. Vous voyez le slide d'exercice 4? Voilà. Donc, nous avons un système de recherche d'informations centralisé et personnalisé, et défini comme un système qui gère une collection ensemble de documents. À chaque fois qu'il reçoit une requête d'un utilisateur, il détermine une liste de documents pertinents à cette requête. C'est-à-dire qu'ils répondent à cette requête, adaptée au profil de l'utilisateur. Bon, profil sans le E, hein. Au profil de l'utilisateur, puis il retourne cette liste à l'utilisateur. Un système de recherche d'informations distribué et personnalisé fait le même rôle, le même rôle qu'un SRIP, c'est-à-dire un système de recherche d'informations personnalisé, sauf qu'il dispose d'une collection ensemble de documents distribués sur plusieurs sites, et chaque site, donc nous avons plusieurs sites ici, et nous avons pour chaque site un ensemble de documents. Donc, c'est des collections de documents ici. Collection de documents. Et nous avons la requête de l'utilisateur, bien sûr. Nous avons, où est-ce qu'il est? Un utilisateur avec sa requête. Et chaque site dispose d'un système qui gère sa collection. Un système qui gère sa collection. C'est-à-dire, finalement, si on dit que nous avons un système qui gère cette collection de documents, bien sûr, cela veut dire que nous avons un programme, donc un agent. Ça sous-entend, si on est dans un contexte multi-agent, ça veut dire nous avons un agent qui gère la collection. Alors, proposer, désolé pour c'est des erreurs d'orthographe, c'est proposer ER ou bien Z, une architecture d'un système multi-agent pour représenter le fonctionnement du système et décrire le rôle de chaque agent du système. Alors, comment vous allez procéder? Bien sûr, quand vous commencez à concevoir un système multi-agent, la première des choses, c'est l'utilisateur. Qui c'est qui va utiliser votre système? Et après, à partir de l'utilisateur, donc il y a un utilisateur qui va lancer certaines fonctions, et ces fonctions vont demander peut-être d'autres fonctions, et par la suite, d'autres données. Alors, donc premièrement, comment va-t-on schématiser ceci? Proposer une architecture. Donc, quand on vous dit de proposer une architecture, ça veut dire vous schématisez et l'utilisateur, ou bien les utilisateurs, et les agents, c'est-à-dire les traitements et les données au cas où il y a des données. Au cas où il y a des données, comme par exemple pour l'exercice précédent, on avait par exemple les données, on avait par exemple la base de données produits, la base de données paiement, la base de données profil. La même chose ici. Quel est l'utilisateur du système, premièrement? C'est l'utilisateur, donc on va le schématiser, hein. Donc, schématiser l'utilisateur. Donc, première des choses dans la conception ou la modélisation, parce que finalement, les exercices, c'est une modélisation finalement. On ne va pas rentrer dans le détail du détail, mais juste la modélisation avec les tâches de chaque agent, bien sûr. Donc ici, nous avons l'utilisateur, le user ou bien l'utilisateur, qui va saisir, donc il va faire une recherche d'informations à chaque fois qu'il reçoit une requête. Donc nous avons une requête. La requête, on va l'appeler Q, query, Q. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, oui, ou bien une interface, hein. Donc ici, soit vous faites un agent assistant, c'est un agent assistant, hein. Donc soit vous faites un agent assistant, bien sûr qu'il y a une interface. Dans tous les cas, il y a une interface, hein. C'est-à-dire c'est l'agent qui la présente, donc une IHM, on va écrire comme ça, une IHM, voilà, pour dire interface homme-machine, qui est soit réalisée à travers un agent interface, on l'appelle agent interface, ou bien on l'appelle agent assistant. Parce que c'est lui qui assiste l'utilisateur, que ce soit pour faire rentrer sa requête ou bien pour lui présenter les résultats par la suite. Donc, on va dire que c'est un agent interface. Un agent interface. Voilà.
Agent interface. Il va recevoir quoi, cet agent, de la part de l'utilisateur? La requête. Voilà, Q. Il va recevoir Q. Et puisqu'on est en train de dire, regardez ici, quand on lit l'énoncé, regardez, à chaque fois qu'il reçoit une requête d'un utilisateur, il détermine une liste de documents. Donc, il est en train de rechercher des documents dans des collections de documents. Une liste de documents, regardez ici, pertinent à cette requête. Le mot pertinent et en plus de ça, le mot adapté au profil de l'utilisateur. Donc, nous avons pertinent, adapté. Dire que finalement, il est en train de rechercher, c'est-à-dire c'est un système qui va proposer à l'utilisateur, suite à sa requête, des documents pertinents, ça veut dire qu'ils répondent le mieux à sa requête. Et aussi adapté à son profil. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est en train de rechercher des documents liés à la médecine, on ne va pas lui présenter des documents liés à la mécanique, par exemple. Donc, c'est selon son profil. Donc, c'est selon la requête. C'est comme pour les produits. La recherche de produits, c'est la même chose ici. C'est-à-dire, nous avons la requête de l'utilisateur et nous avons aussi, bien sûr, si on gère le profil, c'est-à-dire nous avons besoin de quoi? De savoir pour l'utilisateur, si on gère son profil. Non, avant ça, c'est-à-dire nous avons besoin, quand il se connecte, nous avons besoin de son IDF. Parce que sinon, comment je vais savoir de quel utilisateur il s'agit? Donc, il doit se connecter avec un username, un password, etc. Donc, son identifiant. Donc, nous avons besoin de son IDF pour dire parce que je travaille avec le profil. Hein. C'est parce que je travaille avec les profils, donc je dois saisir l'IDF de cet utilisateur, c'est-à-dire username, password. Et ce username va me guider dans la gestion de son profil. Sauvegarder l'historique de ses requêtes, sauvegarder ses préférences exprimées explicitement au début quand il s'est inscrit. Pardon. Conserver. Je reviens. Ici. Voilà. Conserver. Nous avons dit qu'il conserve tout ce qui est lié au profil. Alors, nous avons dit que le profil, j'agrandis. Nous avons dit que le profil, il est constitué de, disons, de 3 volets. Bon, disons de 3 volets. C'est quoi ces volets? Le premier volet, c'est les préférences. Donc, ça, c'est le profil. Hein. Je parle du profil. Hein. Profil. Voilà. Nous avons 3 volets. Le premier, nous avons dit que c'est, vous me dites, le profil. Les volets du profil. Il est constitué de quoi? Vous me dites. Les préférences initiales. Quand il se, pas quand il se connecte, non, quand il s'inscrit sur le site de recherche. Supposons que c'est un site de recherche dans des bases de données. Nous avons des centres de recherche qui présentent ce type de système, hein. C'est-à-dire des systèmes de recherche de documents, des thèses de doctorat, des livres, des articles de recherche, etc. Donc, c'est spécialisé pour des documents, etc. Donc, premièrement, quand il s'inscrit dans le site de recherche, il doit saisir ses préférences initiales, pour dire que voilà, je m'inscris, donc j'ai mon username, voici mon username, mon password, etc. Il fait son password et après, il remplit le formulaire d'inscription. Dans le formulaire d'inscription, c'est possible qu'on lui présente un combo, par exemple, ou bien une liste où il doit cocher les domaines pour lesquels il s'intéresse. Quels sont ces domaines? Donc, il précise que je m'intéresse à la médecine, etc. Donc, ça, les préférences, c'est une partie du profil qui correspond au profil exprimé explicitement. Je vais expliquer. Donc, explicitement, ça veut dire qu'il le saisit explicitement. Voilà, c'est explicite, donc il le met, il le saisit, donc c'est connu et c'est l'utilisateur qui l'a fait rentrer. Nous avons aussi le deuxième volet, c'est lequel? Concernant le profil toujours. Hein?
Il est constitué de quoi, son profil? Premièrement, de ce qu'il a saisi comme information le concernant. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a recherché? On appelle ça l'historique de ses recherches ou bien de ses requêtes. Donc, deuxième volet, c'est l'historique de ses requêtes. Tout ce qu'il a fait comme recherche, on le sauvegarde. Donc ça, c'est le deuxième volet de son profil, l'historique. Ensuite, le troisième volet, c'est quoi? Et comment peut-on l'avoir? C'est quoi? C'est les centres ou bien les domaines, donc on va l'appeler centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Centre d'intérêt. C'est quoi les centres d'intérêt? C'est les centres d'intérêt, à quoi ils s'intéressent, vraiment. À quoi ils s'intéressent. Donc, c'est quoi au juste? C'est, par exemple, centre d'intérêt, les centres d'intérêt, c'est quoi? Entre parenthèses, par exemple, tout ce qu'il a évalué. Tout ce qu'il a évalué. Donc, l'évaluation, que ça soit positive ou négative, hein? C'est-à-dire évaluation. Le fait qu'il évalue, supposons qu'il a le site de recherche, voilà, et il dit que voilà, après recherche, on lui affiche les documents, les liens des documents, etc. Il rentre dans le document, il lit le document, il trouve que le document est vraiment pertinent, il répond à ce qu'il est en train de rechercher. Dans ce cas-là, il va donner par exemple une note à ce document, il va évaluer le document. Donc cette évaluation, donc l'évaluation du document par l'utilisateur ou bien la note attribuée par l'utilisateur va me dire que finalement, il s'intéresse à ceci. Le fait d'évaluer positivement ou négativement. Par exemple, supposons qu'on lui présente un article suite à la recherche, hein, un article du domaine qu'il a recherché. Et il lit l'article, mais il trouve que c'est un article qui n'est pas bon, qui n'est pas, même s'il répond à ce qu'il, mais il n'est pas, c'est un article qui n'est pas bon, il l'évalue négativement. Mais c'est le sujet de l'article lui-même, c'est un sujet qui l'intéresse. Donc, le fait qu'il a fait cette action d'évaluation, il est parti dans un champ du formulaire du site et il a noté. Le fait qu'il a noté, ça veut dire qu'il s'intéresse à ce type de sujet. Et puisqu'il s'intéresse à ce type de sujet, cela veut dire que le sujet de l'article qu'il a évalué est de son domaine d'intérêt. On l'ajoute. Donc, ça va être une liste de termes de son domaine d'intérêt. Est-ce que c'est clair? Donc, ceci, est-ce que c'est évalué c'est posé explicitement ou bien donné explicitement par l'utilisateur? Non, on l'a déduit. Donc, c'est implicite. C'est un profil, ou bien c'est un profil qu'on déduit implicitement à travers ce qu'il a évalué. C'est clair? À travers les documents qu'il a lus. Parce que supposons qu'il a fait la requête, une fois qu'il a fait la requête, on lui affiche ici, dans l'interface, voilà, le résultat de la requête, on lui affiche une liste de documents. Premier document, deuxième document, une liste. Troisième document, voilà. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme pour Google, quand vous faites une recherche sur Google, il vous affiche une liste de liens. Et vous avez un petit peu, quand vous voyez le lien, déjà, vous avez une information de départ. Donc, il lui affiche, par exemple, le système lui affiche ce lien avec quelques descriptions, une petite description qui apparaît, ce lien. Donc, quand il lit le lien, il va ouvrir ce document, il va ouvrir le troisième et il va ouvrir le sixième. Que veut dire ceci? Il ne va pas ouvrir le deuxième, il ne va pas ouvrir le quatrième. Que veut dire ceci? Voilà. Donc finalement, ce qu'il a lu, ce qu'il a ouvert, donc on peut avoir dans le site quelque chose qui nous permet de savoir est-ce qu'il a ouvert le document, le lien ou pas. Donc si on a cette information, on peut la voir, c'est-à-dire on peut la programmer, je veux dire. Programmer quels sont les documents qu'il a ouverts.
concrètement. Donc, les documents qu'il a ouverts et lus, qu'il a lu, là, les thèmes ou bien les mots-clés de ce document-là, je vais l'ajouter dans le domaine d'intérêt. Donc, pour les domaines d'intérêt ou bien les centres d'intérêt, ça va être ce qu'il a évalué, donc il a donné des notes, etc., mais aussi ce qu'il a lu aussi. Le fait qu'il ouvre le document et il le lit, ça veut dire qu'il s'intéresse finalement, même si par la suite il n'est pas satisfait par le contenu de l'article ou bien de la thèse, même s'il n'est pas. Mais déjà au début, on sait qu'il s'intéresse à la thématique de ce document. Donc, je peux ajouter comme centre d'intérêt la thématique de ce document, les mots-clés de ce document, les mots les plus importants de ce document. Donc, finalement, le profil de l'utilisateur, c'est les préférences données explicitement au départ, quand il s'inscrit. Ce n'est pas quand il se connecte, je dis quand il s'inscrit la première fois, il a le username, etc. Il a explicitement présenté quelles sont ses préférences. Aussi, le profil est constitué aussi de toutes les requêtes, de tout l'historique de ces requêtes, ce qu'il a fait comme recherche. Voilà. Et troisièmement, tout ce qu'il a évalué vraiment et tout ce qu'il a lu et consulté, vraiment, cela, ça va nous permettre de déduire ces centres d'intérêt. Voilà. C'est clair pour cette histoire de profil? Voilà. Donc, on revient à notre système. Donc, ça, c'était juste pour expliquer que veut dire profil. Donc, on revient à notre système. Ils nous disent que voilà, ce système, on va faire des recherches distribuées dans des sources de données, des collections distribuées. Voilà. Le mot important ici, c'est distribuer plusieurs sites. Plusieurs sites, ça veut dire que nous avons, supposons que nous avons une université qui a développé un système de recherche de documents, de tests, etc. pour les étudiants. Donc, ils accèdent au système, au site. Et par la suite, les documents, les bases de données, elles peuvent se trouver à l'université, elles peuvent se trouver dans un centre de recherche, elles peuvent se trouver dans une entreprise spécialisée, je ne sais pas, publication, etc. Par exemple, un journal, etc. Donc, finalement, nous avons plusieurs collections de documents. On va faire comme ça. On va faire comme ça. D'ailleurs, par exemple, il y a des centres de recherche qui présentent ce service-là. C'est-à-dire, ils accèdent à des bases de données qui se trouvent dans différents sites, dispersés géographiquement aussi, et ils accèdent aux bases de données et par la suite, ils présentent ces informations à l'utilisateur à travers une seule interface. C'est-à-dire, l'utilisateur, peu importe où il est, hein, l'essentiel, on lui présente une interface et l'entreprise ou bien le centre de recherche, il va accéder par exemple à la base de données d'un centre de recherche spécialisé en sismologie, la base de données dans les nouvelles technologies, la base de données liée par exemple à tout ce qui est le droit, etc., des thèses sur le droit, etc. Donc plusieurs bases de données. Après, l'utilisateur, il va saisir sa requête et le système va faire une recherche. Donc, on a besoin d'un agent, pas interface, mais vraiment un agent qui va faire la recherche comme quand on a fait pour la recherche de produits. C'est-à-dire, il va faire une recherche, il va envoyer la requête pour différentes sources et ces sources vont renvoyer le résultat et l'agent qui va recevoir les résultats intermédiaires, les partiels, disons, il va regrouper tout ça et il va présenter un résultat pour l'utilisateur. Et bien sûr, nous avons dit que les résultats doivent être guidés par le profil de l'utilisateur. Quelqu'un qui s'intéresse à la médecine, ce n'est pas la peine de lui présenter des documents liés, par exemple, au droit. Qui s'intéresse, quand on dit s'intéresse, ça veut dire on trouve ceci dans le profil, hein, c'est-à-dire l'historique de ses recherches, les préférences explicites, les centres d'intérêt déduits par la suite, tout ça, on l'exploite pour faire de la recherche dans les différentes collections de documents. Donc finalement, nous avons collection 1, collection 2, voilà, collection N. Voilà. Différentes collections qui peuvent être distribuées géographiquement ou pas forcément. C'est-à-dire, on peut avoir ceci, la première collection qui est liée par tout ce qui est sismologie, elle est dans le même centre, et une autre liée à nos technologies, elle est dans le même centre, donc géographie. Mais c'est des collections différentes.
différentes, complètement différentes. Donc, et nous avons de l'autre côté, comme on a fait pour la recherche de produits, nous avons besoin du profil de l'utilisateur. Donc, quand j'ai l'IDF, j'ai cet agent-là, il va lancer la recherche, mais après avoir recherché un petit peu le profil de l'utilisateur. Alors, comment va-t-on en faire? Comment va-t-on modéliser ceci? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui? Oui? Attendez, 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 parce que j'entends mal. Attendez, euh, je reviens. Alors, répète, on va aller vers le profil, oui. Voilà. Donc on reçoit la requête Q et on reçoit l'IDF. À la fin, on va appeler cet agent-là. Donc cet agent-là, il va recevoir l'IDF et la requête. Qu'est-ce qu'il va faire? Première des choses, avant d'envoyer la requête aux différentes collections, les différents sites, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller ici, il va vers un agent. Pourquoi on ajoute un agent? C'est parce que la gestion du profil, elle n'est pas aussi simple, tout simplement. Il faut gérer ses préférences initiales, les sauvegarder. Il faut sauvegarder à chaque fois l'historique de ses recherches. Il faut à chaque fois lancer un traitement qui permet de déduire ses centres d'intérêt selon ses évaluations, selon ce qu'il a consulté réellement, ce qu'il a lu réellement. Donc, il construit son profil. Donc, nous avons ici un agent profil qui va sauvegarder tous les profils des utilisateurs qu'il est en train de gérer dans une base de données profil. Donc ça, c'est la base profil. Donc l'agent, celui-là, il va envoyer, bien sûr, la requête pour sauvegarder l'historique, plus, qu'est-ce qu'il va donner? L'IDF, voilà. L'agent profil, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc il va faire une recherche du profil au niveau de la base profil. Et nous avons dit le profil finalement, concrètement, ça va être quoi? Concrètement, c'est-à-dire dans le côté programmation, etc., implémentation. Le profil, ça va être finalement, c'est quoi? C'est un ensemble de termes. Le profil, ça va être un vecteur de termes, un ensemble de termes. C'est-à-dire finalement, au début, aux préférences, il a saisi médecine, cardiologie, aux préférences explicites au début. Je m'intéresse médecine, cardiologie, je m'intéresse à, par exemple, biologie, par exemple, 3 mots. Ça constitue les préférences. Ensuite, par la suite, il a fait des requêtes, par exemple, par exemple, je ne sais pas, biologie, par exemple, certains médicaments, je ne sais pas, non, biologie, pas médicaments, biologie, qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est lié un petit peu. C'est lié. L'essentiel, et il fait certains autres mots de recherche dans l'historique. Hein, je parle de l'historique des requêtes. Mais c'est possible qu'il fait, par exemple, dans l'historique des requêtes, par exemple, c'est quelque chose de lié à l'informatique. Hein. Donc, par exemple, le langage Python. Par exemple, il écrit Python. Avec tout ce qui est médecine. Hein. Mais il peut faire des recherches Python. Il peut faire des recherches concernant un autre domaine, mais pas forcément lié, par exemple, au domaine de l'informatique. Plus tout ce qui est. Donc, ça, c'est l'historique. Ensuite, donc finalement, c'est des mots. Ensuite, les centres d'intérêt, ce qu'il a évalué, etc., ce qu'il a consulté, c'est un ensemble de mots aussi. C'est un ensemble de termes. Finalement, le profil, concrètement, ça va devenir, dans l'implémentation, un vecteur de termes, un ensemble de termes. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va lui envoyer le profil de cet utilisateur. Il va lui répondre, voilà le profil de cet utilisateur qui finalement, c'est un ensemble de termes. À quoi il s'intéresse. Voilà. Que fait cet agent-là? Donc, cet agent-là, cet agent, je parle de l'agent ici. Bon, ici, c'est une architecture un petit peu centralisée, mais pas forcément centralisée. Hein. Mais ici, dans ce contexte, pour ce problème, nous avons besoin quelque part de fusionner les résultats. Agent, fusion.
On va l'appeler agent fusion. Pourquoi on fusionne? Donc, ce n'est pas un agent concaténation des résultats. C'est-à-dire, nous avons l'agent collection 1, agent qui gère la collection 1, agent. Pourquoi on ajoute agent collection? Parce qu'ils nous le disent ici. Chaque site dispose d'un système qui gère sa collection. Donc, automatiquement, chaque site il dispose d'un logiciel, d'un système, d'un agent collection qui gère la collection. Donc, on va l'appeler agent collection 1. Aussi, ici, nous avons agent collection 2. Agent collection 2. Et ici, nous avons aussi agent collection N. Donc, supposons que nous avons N sites, N bases de données collection. Donc, chaque agent, il va gérer un ici. Donc, ça, c'est un. Voilà. Il va gérer sa base de données. Voilà, sa collection de documents. C'est une collection de documents. Donc, pourquoi il va faire fusion et pas concaténation? Bien sûr, cet agent-là, il va recevoir le profil. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la requête Q plus profil. On va l'appeler profil qui est égal à Q'. Une nouvelle requête. Il va constituer une nouvelle requête. Q'. Il va envoyer cette requête pour l'agent collection 1, pour l'agent collection 2, donc c'est aussi Q'. Vous suivez? Voilà. Et aussi pour l'agent collection N, Q' aussi. Q', c'est Q plus profil. Que va faire l'agent collection 1 avec Q'? Voilà, donc il va faire une recherche à son niveau sur sa base concernant pour répondre à la requête Q', et il va retourner, pardon, hein, ça devient illisible, mais pardon, il va retourner, on va l'appeler la liste R1 pour dire liste LR1, liste résultat 1. Le deuxième, agent collection 2, il va faire pareil. Là, pareil, avec une autre liste. Avec une autre liste. Donc, ça va être liste, résultat 2. La même chose pour les autres agents, parce qu'ici, c'est pointillé, donc il y a d'autres agents, jusqu'à l'agent collection N. La même chose, il va retourner. Bon, j'arrive pas à écrire avec cette souris, mais il faut bien présenter la modélisation. Il faut que ça soit net, clair, etc. Donc ici, liste, résultat, N. Voilà. Bien sûr, c'est possible que LR1 par exemple, la liste 1, contienne deux documents. Deux documents, par exemple. La liste LR2 contient, par exemple, 10 documents. La liste LRN peut-être contient, par exemple, 6 documents. Donc, chacun va envoyer. Ça veut dire que finalement, l'agent collection 1, il n'a trouvé que 2 documents dans la base de données, dans la collection 1, qui répondent à la requête Q'. Le deuxième, il a trouvé 10 documents. Le troisième, il a trouvé autre document, etc., jusqu'à la collection N. Il va envoyer ses résultats à cet agent-là, l'agent fusion. Qu'est-ce qu'il va faire à ces résultats partiels pour retourner le résultat final à l'utilisateur? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le tri, le choix. Oui, finalement, il va faire le tri. Mais ce tri, selon quels critères? Voilà, selon le profil. Alors, c'est selon le profil. Oui, mais nous avons un document, une liste de documents. Chaque document aussi, je vais représenter un document. Un document, finalement, c'est quoi? C'est un ensemble aussi. Un document, c'est quoi? C'est un ensemble de termes. Oui ou non? Oui. Un document, c'est un ensemble de termes. Un texte, par exemple. Oui? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour dire que voilà, ce document est plus pertinent qu'un autre document? Qui c'est qui va faire ce travail? C'est l'agent fusion.
C'est lui qui va décider. Il va dire que voilà, le document envoyé par l'agent 1, par exemple, est plus pertinent que le document envoyé par l'agent 2, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce Q', qui est la requête, qui est l'ensemble de termes, et il va faire finalement, dans ce document, il va utiliser une certaine formule qui permet de lui dire, voilà, ce document est le plus proche de Q'. Il y a des mesures, donc ça c'est du traitement du texte, c'est du traitement du texte, ça peut être une mesure, par exemple, il y a la mesure TF-IDF, c'est une mesure qui est utilisée, il y a d'autres mesures, et on peut utiliser même des techniques plus élaborées pour juste trouver la mesure, le rapprochement entre les termes de notre Q', de notre requête, et le document lui-même. On utilise une certaine mesure, par exemple TF-IDF, qui permet d'avoir les fréquences des termes, etc., par rapport à toute la collection, etc. L'essentiel, il doit avoir une certaine mesure qui lui permet, une certaine formule qui lui permet de dire que voilà, le premier document est plus pertinent que le deuxième. Par exemple, le premier document, il va trouver la mesure, c'est 0,9. C'est une mesure de distance, en quelque sorte, de rapprochement entre la requête et le deuxième document. Il a une mesure, la valeur de la mesure, c'est 0,5. Donc, finalement, il va prendre la 0,9 et la présenter à l'utilisateur au lieu de la 0,5. Maintenant, supposons que les deux premiers, ils ont par exemple, le premier, il a une mesure, la mesure de rapprochement entre Q' et le document, c'est 0,2. Le deuxième document, c'est 0,9. Ensuite, pour le deuxième agent, il a 0,3. Il a 0,3. Le deuxième document, c'est 0,5. Le troisième, c'est 0,2. Le quatrième, c'est 0, ainsi de, pardon. Alors, je reviens. Et ainsi de suite. La même chose pour le troisième agent, la même chose pour le résultat du dernier agent, CN. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre toutes ces listes-là et il va faire un tri, par exemple. C'est l'une des approches. Il y a beaucoup d'approches parce que ça fait partie du domaine de la recherche d'information. Il y a beaucoup d'approches dans la recherche d'information, parmi lesquelles c'est celle-là. Travailler avec la mesure TF-IDF, qui travaille avec la fréquence d'apparition des mots, combien de fois le mot apparaît dans le document, après combien de fois le mot apparaît dans toute la collection, et ainsi de suite. C'est-à-dire par rapport au document et par rapport à toute la collection. Hein. En plus, il peut prendre en considération la taille de la collection. Par exemple, cette collection, elle contient 100 documents, celle-là 5000. Donc, il prendre tous les critères en considération pour sortir avec une mesure qui donne le résultat le plus pertinent possible, qui répond le plus à la requête. C'est clair pour cette histoire de fusion? Donc, finalement, il ne va pas présenter tous les résultats à l'utilisateur. Finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un tri selon la mesure qu'il a choisie, qui a été choisie, et après, il va prendre de l'ordre descendant, donc de la plus grande, du document qui a la mesure la plus grande, vers le document qui a la plus petite. Après, il ne va pas présenter, supposons que si on fait la concaténation de tous les résultats intermédiaires, de tous les résultats partiels, on va trouver 100 documents. Il ne va pas lui présenter les 100, il va présenter par exemple les 6 premiers, les 10 premiers par exemple, et il les affiche. Et par la suite, celui-là, l'utilisateur, il va voir les 10 qui seront affichés ici dans l'interface. Et c'est possible qu'il ne va pas consulter les 10. Il va consulter le premier seulement qui l'intéresse parce qu'il voit le lien et après, il voit un petit peu le résumé, les mots-clés, etc. Il va lire le troisième et il va lire le dernier. Il ne va pas lire les 10 documents. Vous voyez un petit peu comment fonctionne ce système? Voilà. Donc, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Donc, nous avons différentes sources de documents, différentes collections. Nous avons aussi, parce que c'est dit dans l'énoncé, hein, attention, c'est-à-dire dans l'énoncé, si on ne parle pas de profil, ce n'est pas la peine de l'ajouter. C'est selon l'énoncé. On prend notre énoncé, on essaie de comprendre l'énoncé, et à partir de cette compréhension, on modélise un système. On propose une architecture. Bien sûr,
Bon, cet exemple, il est petit, ben, c'est un petit exemple, etc. Mais c'est possible qu'on vous donne un texte plus long que celui-là. Donc, il faudrait tirer les éléments les plus importants et modéliser. Par la suite, c'est possible quand vous proposez une solution, un autre étudiant, ben, un étudiant, il propose une solution, une certaine modélisation, un autre étudiant propose une autre modélisation. Ceci ne veut pas dire que le premier a fait une modélisation qui est juste et l'autre faux. Non, il faut que, il faut le jugement, comment juger qu'une modélisation, c'est une bonne modélisation, c'est qu'elle soit cohérente. Elle soit cohérente et ne pas, par exemple, encombrer, c'est-à-dire, par exemple, un agent, vous lui donnez tout le travail et notre agent est vraiment allégé. Ou bien vous affectez des tâches à des agents, c'est-à-dire logiquement, il ne doit pas les faire. Par exemple, vous êtes en train de développer un système modulaire finalement. C'est des modules. Les agents, c'est des modules. À part que ces modules-là sont en interaction. Ils interagissent entre eux. Il y a de la communication. Cette communication doit être cohérente. Il faut qu'il y ait une certaine cohésion dans tout le travail, dans tout le système. C'est clair? Donc, on peut avoir deux solutions différentes, mais qui sont justes, qui sont cohérentes. Donc, c'est logique ce qu'il a fait, c'est-à-dire quand on lit bon, cet exemple-là, il est un petit peu clair, c'est clair que nous avons plusieurs systèmes, mais des fois, on vous donne un énoncé qui contient plusieurs aspects, et c'est à vous de modéliser. L'essentiel, c'est que la modélisation, il y ait une certaine logique dans cette modélisation, une certaine cohérence. Il ne faut pas que ça soit anarchique. Voilà, un système qui n'a pas de sens finalement. Est-ce que c'est... Après, donc, la deuxième question, c'est d'écrire le rôle de chaque agent. C'est-à-dire, quand vous faites la modélisation, ça c'est l'architecture, mais par la suite, il faut venir ici, en bas, et dire, voilà, vous décrivez chaque système avec les tâches, chaque agent. C'est-à-dire, vous écrivez agent, interface, premièrement. D'abord, vous écrivez, hein, toutes lettres. Agent, interface, son rôle, entre parenthèses, son rôle, par exemple, c'est un agent interface avec l'utilisateur. C'est un agent interface avec l'utilisateur. Bon. Ensuite, vous faites des tirés. Tiret 1, tiret 2, tiret 3. C'est quoi ces tirés? C'est les tâches. Donc, ça, c'est le rôle. C'est une interface. C'est un agent qui réalise l'interface avec l'utilisateur. Après, les tirés, ça va être quoi? Les tâches de cet agent. Tâche 1, par exemple, il reçoit la requête de l'utilisateur. Tâche 2, il envoie la requête à l'agent fusion, par exemple. Tâche 3, présenter les résultats à l'utilisateur. Vous suivez cette histoire de tâches concernant chaque agent? Voilà. On vient à l'agent fusion. La même chose. Vous écrivez agent fusion, donc son nom. Après, la fonction, c'est-à-dire le rôle principal de qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il fusionne les résultats partiels et les retourne à l'utilisateur, fonction principale. Ensuite, avec les détails, donc premièrement, reçoit la requête avec l'IDF de l'agent, donc il ne va pas la recevoir directement de l'agent utilisateur, mais de l'agent interface. Ensuite, il envoie une requête à l'agent profil pour ensuite, il reçoit le profil de l'utilisateur, il concatène le profil avec la requête et l'envoie à l'ensemble des agents. Vous voyez? Il reçoit les résultats intermédiaires de chaque agent collection. Il fusionne les résultats de façon à avoir les documents les plus pertinents en premier lieu et présenter par la suite les documents, envoyer la liste des résultats des documents les plus pertinents à l'agent interface. C'est ici que ça s'arrête ces tâches. Par la suite, c'est à l'agent interface de présenter les résultats à l'utilisateur. C'est clair pour agent fusion? Voilà. La même chose pour l'agent collection. Mais puisque nous avons plusieurs agents collection, qui sont un petit peu, c'est la même, ils sont similaires, les agents collection. Chacun, il est adapté à sa collection. Donc, c'est possible de décrire un seul agent collection. Donc, on écrit agent collection. Qu'est-ce qu'il fait? Il gère la collection de documents. Maintenant, pour les tâches, qu'est-ce qu'il va faire? Il reçoit la requête de l'agent fusion. Il va la recevoir de l'agent fusion. Ensuite, il fait sa recherche au niveau de sa collection. Il envoie le résultat de la requête à l'agent fusion. Voilà ce que fait l'agent collection. C'est clair?
Maintenant, si on avait ajouté d'autres détails concernant ce système, par exemple, si nous avons plusieurs documents, comment enrichir ces bases de collection, par exemple, on ajoute les fonctions à cet agent de collection, c'est-à-dire il va faire une recherche sur le net de documents, il va les ajouter au niveau de la collection, par exemple. Si on vous ajoute ceci, mais si on n'ajoute pas, il faut se limiter à l'énoncé. C'est clair? La même chose pour l'agent profil. La même chose. Agent profil, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle principal, c'est gérer les profils des utilisateurs. Ensuite, les tirer, les différentes tâches. Recevoir la requête et l'identifiant de l'agent fusion. Rechercher le profil de l'utilisateur. Envoyer le profil à l'agent fusion. Il faut préciser les envois. C'est-à-dire, lui, il envoie à qui? À l'agent fusion. Préciser les destinataires. C'est clair? C'est-à-dire préciser ce qu'il reçoit, préciser ce qu'il est en train de faire comme tâche et préciser ce qu'il renvoie comme résultat et à qui. Quel est le destinataire de ce résultat? Voilà. Donc ça, c'est l'exercice concernant la recherche. Madame, concernant oui? la formule du tri sur laquelle il se base l'agent fusion, oui. Comment elle est choisie? Non, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail. Je vous ai donné un exemple de TF-IDF pour choisir la pertinence selon cette mesure. Vous n'êtes pas obligé, hein, quand on vous donne un énoncé, sauf si on vous donne ce détail dans l'énoncé. Mais si on ne vous donne pas le détail dans l'énoncé, vous dites qu'il fait, vous le dites avec une phrase, vous dites qu'il fait une recherche de documents les plus pertinents en choisissant certaines mesures qui lui permettent d'avoir les documents les plus pertinents. C'est clair? Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail des formules. Parce que ici, ce n'est pas la programmation, ce n'est pas ou bien l'algorithmique. Non, ce n'est pas l'algorithmique ici. C'est la modélisation, ce qu'on est en train de faire. C'est une étape qui vient avant l'algorithmique, avant d'écrire les algorithmes, parce que par la suite, il faudrait écrire pour chaque agent son algorithme, ses algorithmes. Oui ou non? Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en première, quand on est à l'étape modélisation multi-agent. Quand on a à cette étape, c'est comment voyez-vous votre système sous forme de système multi-agent et comment interagissent ces agents. C'est clair? Oui, madame. Donc, ce sera une sorte de diagramme. Oui? Donc, ce sera une sorte de diagramme. Oui, c'est une conception, modélisation. Conception, modélisation. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'écrire l'algorithmique. On n'est pas en train de faire de l'algorithmique ici, hein, pour ce problème-là. Parce que l'algorithme, ça veut dire qu'on vous donne plus de détails. Si on vous dit écrire l'algorithme qui permet, par exemple, l'agent fusion, comment il est en train de faire, on vous donne plus de détails pour pouvoir écrire l'algorithme. C'est clair? Mais si on vous dit, voilà, donner l'architecture d'un système multi-agent, donc on est en train de faire de la modélisation conception. Donc, on est en train de schématiser nos agents avec des ellipses, ou généralement, c'est des ellipses ou bien des rectangles. Et après, la base de données, la base de données, c'est important de savoir d'où est-ce qu'ils ramènent leur information ou bien où est-ce qu'ils stockent leur information. Et en plus, l'utilisateur, c'est très important. Qui est l'utilisateur? Parce que c'est possible qu'on a plusieurs utilisateurs, hein. Nous avons un utilisateur qui utilise le résultat final du système. Nous avons peut-être un agent administrateur. Nous avons un agent qui permet de faire un expert. Tout dépend du problème qu'on vous pose, hein. Ici, nous avons un seul utilisateur qui est l'utilisateur qui saisit la requête et il attend la réponse du système. C'est clair? C'est clair, madame. Voilà. Je vous envoie le corrigé, hein, c'est-à-dire, je vous envoie, quand on termine, je vous envoie tous les corrigés de tous les exercices. Mais l'essentiel, il faut comprendre que quand on vous demande, surtout ce type d'exercice, hein, quand on vous demande de faire l'architecture d'un système multi-agent, on n'est pas dans le détail de l'algorithme, on est dans la modélisation, la conception. Quels sont les différents modules, différents agents, et comment ils interagissent, et quelles sont les données, c'est important. Qu'est-ce qu'il stocke comme données? Ici, c'est la collection de documents, par exemple, et aussi l'utilisateur, quel est le ou les utilisateurs du système. Voilà. On avance. Donc ici, voilà. Donc nous avons l'exercice 5. C'est quoi?
Donc, nous avons un environnement de vente comportant des agents vendeurs et des agents acheteurs. Les agents se négocient sur la vente d'un produit X. Un agent acheteur demande aux agents vendeurs une proposition d'achat d'un produit X. Donc, nous avons un agent acheteur qui veut acheter un produit chez plusieurs agents vendeurs d'un produit donné. Chaque agent vendeur donne sa proposition. Donc, il propose, je vends tel produit. Et après, il y a des critères qui rentrent en jeu. L'agent acheteur reçoit les offres de vente et accepte la meilleure offre. C'est-à-dire que nous avons un agent, je vais schématiser ceci. Au début, nous avons un agent. Ici, on ne parle pas d'utilisateur, mais tout simplement d'un agent. Voilà. Nous avons un agent acheteur. Voilà, agent acheteur. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet agent acheteur? Il est en train les agents se négocient sur la vente un agent acheteur demande aux agents vendeurs une proposition d'achat d'un produit X. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sa demande à plusieurs agents vendeurs. Donc, nous avons l'agent vendeur 1. Donc, on va écrire comme ça. Agent vendeur 1. Voilà. Il va envoyer sa demande aussi. Tout ça, c'est des demandes. Hein. Agent vendeur 2. Agent vendeur 2. Voilà. Jusqu'à un certain agent vendeur N. Agent vendeur N. Voilà. Donc, nous avons un certain nombre de vendeurs et nous avons notre agent acheteur qui va envoyer la demande à l'ensemble des vendeurs. C'est comme vous allez au marché, vous êtes l'acheteur, vous allez au marché, vous allez voir plusieurs boutiques pour acheter un produit donné, mais par la suite, vous décidez d'acheter votre produit chez une seule boutique. C'est la même chose ici. Donc, vous avez plusieurs agents vendeurs, mais ceci se fait à travers un système multi-agent, donc c'est en ligne, ça se passe en ligne. Donc, un agent, on suppose qu'il y a un utilisateur qui va faire une demande, mais c'est l'agent acheteur qui va envoyer la demande. Donc, ici, c'est la demande, c'est la même demande qui va être envoyée pour l'ensemble des agents vendeurs. Bien sûr, ils nous disent que la demande, c'est quoi? C'est le produit X. Donc, la demande, ça va être produit X. Voilà, c'est un produit. Produit X. Voilà. On voit. Donc, il va demander le produit X. Voilà. L'agent acheteur reçoit les offres de vente et accepte la meilleure. Non. Sachant que, maintenant, on rentre dans le détail de cette demande d'achat. Sachant que le produit est défini par plusieurs critères CIX. Donc, critère 1, critère 2, critère jusqu'à critère M. Et l'agent acheteur possède des préférences sur ces critères. Soit PIX, la préférence du critère CIX. Bon, ça, c'est la demande du produit. Donc, j'efface pour ne pas faire confusion. Donc, nous avons le produit X ici. Voilà. Et il envoie le produit. Il envoie les critères aussi. Il a des critères. Donc, il envoie C1X, C2X. Voilà, par exemple, C3X. C3. Donc, un ensemble de critères. Et les préférences sur ces critères. C'est-à-dire, pour le critère 1, j'ai une certaine préférence. Le critère 2, j'ai une autre préférence. Préférence 1, par exemple. Préférence 2. Préférence 3. Par exemple, là, j'ai pris 3 critères, mais ils nous disent qu'on peut avoir plusieurs. Préférence 3 pour le critère 3. Et après, c'est donné comme exemple dans certains à maximiser et d'autres à minimiser. C'est-à-dire, il y a des critères que l'agent acheteur veut minimiser. Par exemple, le prix. Le prix, il cherche à minimiser le prix. Il ne veut pas acheter un produit avec un prix cher, par exemple. Il essaie de voir quel est l'agent qui donne le prix le minimal. Voilà. Mais il y a d'autres critères à prendre en considération. Par exemple, ici, nous avons, alors exemple, on veut avoir un prix minimum, une qualité maximum. Donc, on veut avoir la qualité du produit qui soit la meilleure. Et un volume max. Supposons qu'ils vendent les produits, mais avec des volumes. Pour le même prix, par exemple, le volume, la quantité, c'est la quantité, elle est plus grande. Et aussi les frais de livraison minimum. C'est-à-dire que la livraison
les frais de livraison pour l'agent vendeur, supposons que c'est une certaine somme, par exemple. L'agent vendeur 2, c'est une somme qui est plus petite, par exemple. Et l'agent vendeur N, la même chose. Donc, nous avons un certain nombre de critères. Exemple, le prix, la qualité, les frais de livraison, par exemple, si on prend 3. Alors, la question ici, c'est proposer une formule f de x. Donc là, c'est la formule qui nous intéresse. L'exercice précédent, c'était une modélisation. Maintenant, on s'intéresse à la formule permettant d'aider l'agent acheteur à déterminer la bonne offre en fonction des CIX, c'est-à-dire les critères et les préférences pour chaque critère. Illustrer la formule, par exemple, des produits ayant les critères prix, qualité, frais de livraison. 3 critères seulement. Alors, comment va faire ceci? C'est-à-dire qu'ici, nous avons un agent acheteur. Je veux acheter le produit tel, un produit donné. Et, bien sûr, il a des critères d'achat. C'est-à-dire qu'il se base sur le prix, sur la qualité du produit et sur les frais de livraison pour décider. C'est ça, la finalité, c'est de décider. Et pour chaque critère, il a des préférences. C'est-à-dire, supposons que nous avons ici le prix. On va donner l'exemple des 3. Donc, nous avons le prix. Le prix. Voilà. Le prix, ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, la qualité. Donc, ça, c'est la qualité du produit. C'est une bonne qualité, mauvaise qualité, etc. Moyenne, qualité moyenne. Et nous avons aussi les frais de livraison. Les frais de livraison. Voilà. Ça, c'est les 3 critères. Maintenant, on vient aux préférences. Donc, les préférences, c'est quoi? Puisqu'on est au niveau agent-acheteur. C'est lui qui décide. C'est lui qui utilise la formule qu'on recherche, f de x. Donc, nous avons une ligne pour les préférences. Hein. C'est préférences, l'agent acheteur. Hein. Préférences. Voilà. Il préfère, par exemple, le prix, c'est avec une préférence 5. La qualité, c'est avec une préférence, bien sûr, sur une certaine échelle, hein, sur une certaine, 20. Les frais de livraison, par exemple, préférence, c'est 3. Donc, il donne importance à quel critère? D'après ces valeurs-là. Voilà. Donc, bien sûr, sur une échelle donnée, par exemple, sur une échelle de 1 à 20, tout dépend de l'échelle qu'il prend. Et il donne ses préférences. Ensuite, il a ses préférences. Voilà, il a ses préférences. C'est pas il donne. Il a ses préférences. Donc, il demande un produit à un agent vendeur. Le vendeur va lui dire, voilà, selon les critères. Il va lui dire, je vais vous vendre le produit à tel prix et il a telle qualité. Et les frais de livraison, ça va être tant. L'agent vendeur, il va faire la même chose. Il va lui dire, je vais vous vendre le même produit à tel prix, telle qualité et tel frais de livraison. La même chose pour les autres vendeurs, les agents vendeurs. Et bien sûr, une fois qu'il reçoit les valeurs de ces 3 critères, il va exploiter ses préférences et il va utiliser une formule qui va lui permettre de choisir. Bien sûr, ils nous ont dit ici, choisir, il y a des critères à maximiser. Par exemple, le prix, il est à maximiser ou bien à minimiser? Le prix. Minimiser. Voilà, il veut minimiser le prix, mais la qualité, il veut la maximiser. Qualité. Les frais. Les frais de livraison. Minimiser, voilà. Donc, il y a des critères qu'il veut maximiser et il y a des critères qu'il veut minimiser. Maintenant, s'il va utiliser une formule pour décider, il faut que cette formule prenne en considération cette histoire de minimiser, maximiser. C'est-à-dire, si je choisis une formule minimale. Ma formule, c'est-à-dire quand je fais mes calculs, je trouve que je décide de choisir la valeur minimale. Dans ce cas-là, tout ce qui est maximisé, je lui fais moins. Je le multiplie par moins pour me donner un résultat cohérent, logique. C'est clair? Je multiplie par moins si je veux avoir la valeur minimale de f de x. Min de f de x. Ce qui est à minimiser, il reste tel quel, mais ce qui est à maximiser, je vais lui faire moins, multiplier par moins. Vous êtes d'accord? Pour que ça reste à minimiser.
pour que ça donne un résultat logique. Oui, voilà. Donc, supposons que l'agent vendeur 1, donc l'agent vendeur 1, donc l'offre, on va écrire offre, l'offre, ça c'est l'offre, agent vendeur 1, agent vendeur 1, voilà. L'offre de l'agent vendeur 1, par exemple, il va lui dire, je vais vous vendre le produit avec 55 dinars, par exemple. Juste un exemple. La qualité, c'est une qualité, par exemple, 22. Voilà. La qualité, avec un degré, il va lui dire, voilà, c'est le meilleur. C'est comme quand vous allez, si le vendeur, il est honnête, il vous dit, voilà, ça c'est le premier choix, ça c'est le deuxième choix, ça c'est le troisième choix. Donc, il vous donne un petit peu la qualité, mais il vous dit, voilà, ça c'est le deuxième choix, mais voici le prix. Voilà, le premier choix, voilà, voici le prix. Donc, si on suppose que Madame, donc chaque vendeur, il a sa propre échelle. Il a sa propre offre. Et l'autre, c'est le prix, la qualité du produit. Il va lui dire, voilà, je vous vends un produit, mais ce qui est disponible pour le moment, c'est le premier choix, par exemple. Je n'ai pas compris la question. Répète la question. Je parlais de l'échelle, par exemple, pour l'offre 1, ça se limite à 20, alors que l'offre 2, on va jusqu'à 50. Oui, justement. Donc, ce qu'on va faire, il y a ce problème d'échelle. Bon, on va supposer que, c'est-à-dire, ça va être uniforme si on va faire un système multi-agent. Donc, on va choisir les échelles, les échelles, on va essayer d'uniformiser les échelles dans notre système. Donc, supposons qu'on va faire ceci. Donc, on va parler de cette histoire d'échelle. Il faut normaliser. Il ne faut pas que ça soit des échelles différentes. Ça va donner un résultat qui n'est pas cohérent. Donc, voilà, l'agent vendeur, il va lui dire, voilà, je vous vends à 55. La qualité, c'est 22, par exemple. Par exemple. Alors, 22, ou bien ça peut être, par exemple, si c'est premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix, on va faire comme ça. Par exemple, 3. Et ici, la qualité, par exemple, préférence, il faut que ça soit la meilleure qualité. Par exemple. Hein. Et lui, il va lui dire, voilà, c'est le troisième choix. Ensuite, les frais, il va lui dire, voilà, je vais vous ramener la livraison, vous ramener à domicile avec 10 dinars. Par exemple, vous l'a dit, peu importe. Le deuxième vendeur, la même chose, AV2. Donc, l'offre de l'agent vendeur 2, voilà, agent vendeur 2, voilà, il va lui dire, par exemple, 61. Le prix, c'est 61. La qualité, c'est 4, par exemple. Peu importe. Il n'y a pas de communication entre les agents vendeurs. Hein. C'est-à-dire, c'est l'agent acheteur, il va envoyer un message à l'agent vendeur. L'agent vendeur, il va lui envoyer son offre, constituée de 3 critères, des valeurs des 3 critères. Voilà. Et les frais, par exemple, c'est 9 avec 9. La même chose pour les autres agents. Alors, comment vous allez écrire cette formule-là qui permet à l'agent acheteur de décider quelle est la meilleure offre? Et nous avons dit que, bon, on va choisir, par exemple, c'est un choix qu'on fait, hein, c'est-à-dire choisir de la valeur minimale de cette fonction-là. C'est une fonction. La valeur minimale. Maintenant, si maximale, donc dans ce cas-là, ce qu'on veut minimiser, on va le multiplier par moins pour que ça donne quelque chose de cohérent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme formule? Oui, les coefficients, c'est ça, finalement. C'est ça, les coefficients. C'est ça. C'est ça. C'est les préférences de l'utilisateur. Je préfère. Voilà, c'est ça la préférence. Non, c'est celle-là. Ça. Les préférences, c'est par rapport à une échelle concernant les préférences. Par exemple, je préfère le prix, par exemple, deuxième. Il est classé deuxième. Mon exemple n'est pas vraiment parlant. Regardez, ici, par exemple, 2. Pour les 3 seulement. Hein. La qualité, il a une importance de 5. Il a une importance de 5. Et les frais, c'est une importance de 1. Il ne donne pas beaucoup d'importance aux frais. Même si vous me le ramenez avec un prix élevé, bon, il n'a pas beaucoup d'importance.
Donc, ce qui est important pour lui, pour cet acheteur, c'est la qualité. Il lui donne une importance. Donc, c'est un coefficient finalement. Oui ou non? Voilà. Donc, on peut faire maintenant. Alors, donnez-moi cette formule. C'est ça la question. La question, c'est proposer une formule qui permet d'aider l'agent acheteur à faire le meilleur choix. Comment va être cette formule? Coefficient fois critère. Oui. Oui. Donc, ça va être f de x, cette formule. Préférence, on va parler de préférence. Donc, f de x, ça va être tout simplement la valeur du critère, c'est la somme, hein, c'est la somme. La somme de 1 à n jusqu'au nombre de critères possibles. N de quoi? De la valeur du critère, c'est x, bien sûr, le critère lié au produit x. Donc, c'est x, critère 1, je veux dire, valeur critère 1, multiplié par sa préférence. Le coefficient. Voilà, sa préférence 1, plus, c'est la somme de tous les critères. Voilà. Donc, on va parler de PIX pour que ça soit une formule. Hein. Donc, ici, I allant de 1 jusqu'à N, de la valeur du critère I, du produit X, bien sûr, fois PIX. Voilà. Et bien sûr, cette valeur-là du critère, nous avons dit qu'il faut la traiter avant, qu'il faut la traiter. Si c'est un critère à minimiser et que je cherche à trouver la valeur minimale de ma fonction, dans ce cas-là, je le laisse tel quel. Mais si c'est un critère à maximiser, comme par exemple la qualité, dans ce cas-là, la qualité, voilà, dans ce cas-là, je le multiplie par moins. Comme ça va me donner la valeur minimale. C'est clair? Ça va me donner un résultat cohérent. Oui? Voilà. Dans le cas, oui, oui, comment va-t-on faire pour calculer la meilleure offre? Comment va-t-on faire? Oui, c'est-à-dire que finalement, le prix, il y a le prix, et il y a la qualité, et il y a les frais. Et c'est possible que le prix est très élevé, la qualité elle est petite, le frais très grand, alors que l'autre, c'est une autre combinaison. C'est le prix qui est intéressant, mais la qualité est mauvaise, et les livraisons mauvaises. On peut avoir différentes configurations finalement. Oui? Et donc, pour pouvoir choisir la valeur minimale, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce f de x. Ce f de x, on va le calculer pour le vendeur 1. C'est ça, c'est cette formule-là. Je vais la calculer pour le vendeur 1, je vais la calculer pour le vendeur 2 et je vais la calculer pour tous les vendeurs. Et après, je choisis la valeur minimale puisque nous avons dit qu'on travaille avec le min. Donc, tout ce qui est minimisé, je le garde tel quel comme valeur, mais tout ce qui est à maximiser, je le multiplie par moins. Je multiplie par moins. Comme ça va me donner un résultat cohérent. Où est le problème qui va se poser maintenant? C'est cette histoire d'échelle. Ce n'est pas les mêmes échelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour normaliser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Normaliser. C'est de rendre tout ça avec la même échelle. Par exemple, prendre par exemple le critère, la valeur, divisé par exemple par la valeur max. De quoi? Du critère. Voilà, du critère.
Voilà, divisé par la valeur. Chaque proposition, je la prends, je la divise par la valeur max de tous ces critères. Ça va me donner des valeurs normalisées. La même chose ici. La valeur max du critère par rapport à l'ensemble, divisé. Chaque valeur, je la divise par la valeur max du critère. Et ça va me donner des valeurs normalisées, il n'y aura pas de problème par la suite. Est-ce que c'est clair? C'est une méthode, hein, la normalisation. Il y a plusieurs formules. Mais parmi les méthodes, parmi les formules de normalisation, pour avoir la même échelle, c'est de diviser l'ensemble des valeurs que nous avons, l'ensemble des valeurs, par la valeur max. C'est-à-dire chacun, il prend celui-là divisé par la valeur max, celui-là par la valeur max. De ce critère-là, bien sûr, c'est lié au critère. Et on aura des valeurs normalisées. Donc ici, cette formule, ça va devenir val normalisé. C'est-à-dire on fait un traitement avant de normalisation de toutes les valeurs de nos critères et après on travaille avec la valeur normalisée multipliée par les préférences. C'est clair? Maintenant, si nous avons supposons que nous avons un seul agent acheteur, etc., ou bien un seul utilisateur qui donne les préférences. On ne va pas normaliser les préférences. Mais supposons que nous avons plusieurs utilisateurs qui se connectent ici. Supposons que j'ai ici un utilisateur comme ça. Il va se connecter et il va donner à l'agent acheteur ses préférences. Cet utilisateur, il a une certaine échelle. Un deuxième utilisateur, il a une autre échelle. Dans ce cas-là, on normalise même les préférences. Oui, non. Est-ce que c'est nécessaire de normaliser les préférences? Pour éviter toute anomalie, tout problème de cette histoire de ne pas travailler avec les mêmes échelles, que ce soit les agents acheteurs ou bien les agents vendeurs. Ils ne travaillent pas avec les mêmes échelles. Donc, pour rendre la même échelle, on doit utiliser toutes leurs valeurs et les diviser par le max. C'est l'une des méthodes de normalisation. C'est de travailler avec la valeur max. Est-ce que c'est clair pour cet exemple? Voilà, donc c'est juste un exemple. Cet exercice, c'est juste un exemple de, par exemple, supposons on est dans un contexte d'un agent et il veut exploiter les différentes offres. Pour l'exemple de vente-achat, les différentes offres, et il a différents critères devant lui. Donc, il doit décider quelle est la valeur. Donc, il doit choisir une méthode d'aide à la décision qui lui permet de l'aider à décider. Cette méthode-là, cette formule-là, ça fait partie des méthodes d'aide à la décision. C'est les méthodes, on appelle ça les méthodes d'aide multicritères, aide multicritères à la décision. Aide multicritères à la décision. C'est des méthodes. Hein. Bon, ça, c'est juste une formule simple. C'est une formule simple, très simple. Mais dans ce type de problème d'aide multicritère à la décision, on trouve différentes méthodes beaucoup plus complexes que ceci. Donc, dans le contexte des systèmes multi-agents, parce qu'il y a des interactions, parce qu'il y a des préférences peut-être, on est dans un contexte de préférence, peut-être il y a des préférences par rapport à différents critères. Dans ce cas-là, on peut exploiter les méthodes déjà existantes d'aide multicritère à la décision pour aider l'agent à décider. Voilà. C'est clair pour cet exemple? Voilà. Alors, l'exercice 6. Voilà. Donc, l'exercice, voilà, ça, c'est un exercice où on trouve vraiment un énoncé un petit peu important quand même. C'est un exercice concernant toujours, c'est lié toujours au... Il y a l'aspect profil aussi, l'aspect profil qu'on doit gérer ici. Mais ici, voilà, donc nous avons la collaboration entre étudiants a une grande importance dans une session d'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage en ligne, donc c'est un système on va l'appeler comme ça, de e-learning. C'est un système d'apprentissage en ligne. Voilà.
On utilise ce type de système quand on donne des formations, une formation de courte durée, par exemple. On peut exploiter un système de e-learning qui nous permet de suivre un certain nombre d'étapes pour se former sur certains aspects, une formation. L'essentiel, ce qu'on veut, c'est de réaliser un système e-learning pour un apprentissage collaboratif. Donc, il y a de la collaboration entre les étudiants et les enseignants. C'est un système d'enseignement en ligne. Alors, les discussions qu'elle permet, c'est-à-dire cette collaboration, les échanges de bons procédés entre apprenants apparaissent comme autant de moyens efficaces pour faciliter l'apprentissage d'un sujet chez un étudiant. C'est-à-dire que quand on a une plateforme de e-learning où il y a des échanges de messages, je parle de messages bien sûr, entre étudiants, c'est-à-dire que nous avons un environnement d'enseignement collaboratif, ce qui est échangé entre les étudiants est important dans ce système, dans ce type de système. Alors, l'un des principaux problèmes de l'enseignement collaboratif demeure l'établissement de groupes cohérents à partir du pool d'étudiants, c'est-à-dire l'ensemble des étudiants qui viennent. Il y a un pool d'étudiants, ça veut dire qu'il y a des étudiants qui sont en train de s'inscrire pour une formation, un stage donné. Donc, il y a des étudiants qui s'inscrivent pour la formation. Et après, le problème qui est posé ici, c'est que comment créer des groupes d'étudiants cohérents. C'est ça, groupe cohérent. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir, par exemple, un groupe d'étudiants pour un stage donné. Supposons que nous avons une entreprise qui veut former ses employés, par exemple. Elle veut les former et après, pour leur formation, ils suivent c'est-à-dire ils utilisent une plateforme de formation en ligne, une plateforme de e-learning. Alors, pour cette plateforme-là, ils vont s'inscrire. Nous avons un certain nombre d'employés et après, nous avons les employés, chacun son niveau, chacun ses connaissances, chacun son degré son domaine d'intérêt, à quoi il s'intéresse, etc. Donc, il y a des formations, il y a des étudiants qui, quand on dit étudiant ou bien stagiaire, hein, dans une entreprise, ça peut être des employés, par exemple. Hein, donc, on veut créer des groupes cohérents. Supposons que, par exemple, on veut lancer la formation, par exemple, intelligence artificielle, ou bien deep learning, qui est, voilà, par exemple, une formation au niveau d'une entreprise deep learning, par exemple. Non, plutôt une formation pas assez poussée, une formation Python, programmation Python, voilà, dans une entreprise. Donc, il y a plusieurs employés qui sont intéressés par cette formation. Donc, il y a une inscription d'un certain nombre d'employés. Supposons qu'il y a 100 employés qui se sont inscrits, qui sont intéressés par cette formation. Nous avons 100 employés. Bien sûr, soit ils se sont inscrits, c'est-à-dire ils sont intéressés par la formation, ils s'inscrivent, on leur donne cette possibilité, soit c'est l'entreprise qui choisit les 100. C'est-à-dire il y a 100 employés, bon, on doit les reformer. Maintenant, pour créer des groupes, supposons que les groupes, ce sont des groupes de 20 apprenants, c'est-à-dire 20 étudiants, 20 employés pour cette formation. Donc, ces 100-là qui se sont inscrits n'ont pas tous le même niveau, n'ont pas tous les prérequis. Parce que pour chaque formation, il faut avoir les prérequis. C'est-à-dire, pour la formation Python, si on veut former des gens pour Python, il faut que parmi les prérequis, il y ait des connaissances de base concernant la programmation, par exemple. Vous suivez? Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est créer des groupes de ces 100-là, qui se sont inscrits, que ce soit ils ont été choisis par l'entreprise, par l'administration, ou bien ils se sont inscrits. L'essentiel, nous avançons à former. Et nous avons de la formation, des sessions de formation. Alors, ce qu'on veut faire, c'est créer du groupe homogène, cohérent, qui veut dire, je ne vais pas choisir un groupe tel que le premier apprenant, c'est-à-dire le stagiaire, il va devenir stagiaire quand il va s'inscrire, il a des connaissances très élevées en Python, alors que le deuxième, il n'a aucune connaissance concernant la programmation. Même pas.
Il n'est même pas initié à la programmation. Ah, il a des connaissances, il travaille avec un bureautique, par exemple, avec Word, Excel, etc., mais il n'a pas de programmé, même avec un autre langage. Donc, on ne peut pas grouper un étudiant qui est vraiment avancé dans la programmation avec un étudiant qui n'a aucune connaissance dans le même groupe. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent? Oui? Vous suivez? Oui, ben, c'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que la formation, c'est un programme qu'on va leur donner. C'est un programme, c'est un ensemble de leçons, etc., de cours et d'exercices, etc., d'activités. Donc maintenant, ce programme, le programme qui a été préparé à l'avance pour la formation, nécessite les prérequis de cette formation, nécessite un certain niveau de connaissance en programmation. Donc, je ne peux pas mettre quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans ce groupe. Je vais le mettre dans une formation qui ne nécessite pas, par exemple. Donc, c'est ça l'objectif de ce système. C'est un système d'enseignement en ligne, l'apprentissage, enseignement en ligne, mais c'est un système qui doit prendre en considération la constitution de groupes homogènes, de groupes de 20 étudiants, de 20 apprenants, mais qui soient homogènes un petit peu, qui ont certaines conditions, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler ensemble, voilà, qui peuvent travailler ensemble. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est très avancé, très éloigné dans la programmation, mais il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Il ne peut pas s'échanger entre eux. Qu'est-ce qu'ils vont échanger entre eux? Donc, sauf s'il va le former. Mais le groupe de travail, le groupe d'apprenants doivent avoir des niveaux qui se rapprochent. Voilà, cohérents. Voilà, cohérent. C'est dans ce sens. Donc, à partir du pool d'étudiants, donc à partir de la suite d'étudiants qui est en train de s'inscrire au niveau du système, parce qu'il y a de l'inscription, on doit créer ces groupes-là homogènes. Nous voulons, dans cet exercice, établir une architecture multi-agent, bien sûr, permettant un enseignement collaboratif. Donc, c'est un système qui permet l'enseignement collaboratif, ça veut dire qu'il permet des échanges entre les étudiants entre eux, les étudiants et les enseignants, ça veut dire que c'est un système collaboratif. C'est tout le monde qui peut s'échanger dans ce système. Que ce soit des messages, que ce soit qui exploite au maximum les caractéristiques des agents, bien sûr. Notre architecture doit avoir deux parties. Donc ici, il n'y a pas une seule partie. Dans ce système, il y a deux parties. Il y a la partie segmentation et la partie communication. Donc, c'est juste un nom pour ces deux parties-là. Donc, première partie, elle permet de, premièrement, initialiser et mettre à jour le profil de chaque étudiant. Parce que si on veut créer des groupes homogènes, je dois avoir le profil de chaque personne qui s'est inscrite, chaque employé. Supposons qu'on est dans une entreprise et on veut former nos employés, donc ils vont devenir des apprenants, des stagiaires, et donc je dois avoir leur profil. Et quand on dit profil, c'est la même chose que l'exercice précédent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a comme connaissance? Qu'est-ce qu'il a, à quoi il s'intéresse, etc. Un certain nombre de... voici cet exemple. C'est en anglais, mais knowledge, c'est-à-dire les connaissances. Par exemple, connaissances naturelles, well, JRI, par exemple, c'est l'entreprise Sonatrach, par exemple. Donc, les connaissances en JRI, connaissances en pétrolium, en raffinement, tout ce qui est gaz, etc. Tout ce qui est lié à ce pipeline, etc. Tout ce qui est au domaine des hydrocarbures. C'est clair? Donc, nous avons un certain nombre de connaissances, de mots-clés représentant des connaissances. Et après, on représente level of capacity, niveau de connaissance, des capacités, et level of interest, le niveau d'intérêt. Le niveau d'intérêt. Donc, le profil, il est constitué de deux volets ici. Le niveau de capacité, est-ce qu'il est capable, c'est-à-dire question capacité. Par exemple, ici, pipeline, c'est pour un étudiant donné, hein, ça c'est le profil pour un étudiant donné, hein. Par exemple, il a un niveau de 40%. 40%. Par exemple, natural, il a un niveau 0,2%, par exemple, ou 0,1%. C'est un niveau de connaissance, de capacité. Il est capable, il connaît, il sait faire. Il sait faire dans ce domaine-là. Maintenant, level of interest, non. Ce n'est pas il sait faire. Il s'intéresse. Il s'intéresse. C'est-à-dire,
Bon, ça peut être, il sait faire, c'est-à-dire il a des connaissances et des capacités, etc., dans ce domaine, mais il est aussi intéressé par ce domaine. Et c'est possible que c'est le contraire, c'est-à-dire il n'a pas de connaissances, mais il s'intéresse. Ou bien il a des connaissances, mais il ne s'intéresse pas. Par exemple ici, pipeline. Il a vraiment des connaissances et des capacités, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé par cette formation. Par exemple, degré d'intérêt pour ça, pour ça. Il n'est pas intéressé parce qu'il a des connaissances, il n'est pas intéressé. Ici, il n'a pas de capacité et il est très intéressé. Vous voyez? Donc, c'est juste une représentation d'un profil, par exemple. Profil, donc ça va être avec des pourcentages, par exemple. Ici, comme ici, par exemple, c'est 80% d'intérêt. Intéressé avec un degré de 80%. Ici, avec un degré de 90%. Concernant qu'est-ce qui a été écrit? Voilà, certains aspects. C'est clair pour cette histoire de profil. Dans ce contexte. Voilà, dans ce contexte qui nous intéresse, ses capacités et ses intérêts. La même chose pour un étudiant, c'est-à-dire un étudiant. Quand on évalue, est-ce qu'il s'intéresse au module et quelles sont ses capacités dans ce module? Je lui ai fait un test, est-ce qu'il est capable de bien maîtriser les choses? Donc, est-ce qu'il maîtrise? Et aussi, est-ce qu'il s'intéresse? Parce que c'est possible qu'on trouve un étudiant qui maîtrise, eh bien, il n'est pas intéressé par la suite. Il n'est pas intéressé. Voilà. Donc, ça, c'est concernant l'aspect profil. Hein. Donc, on revient vers notre première partie, qui est partie 1. Vous me dites quand c'est l'heure, hein, parce que je n'ai pas l'heure devant moi, donc vous me dites. Donc, nous avons partie 1, segmentation, initialiser et mettre à jour le profil de chaque étudiant. Donc, on doit gérer les profils de chaque étudiant. Ce profil est composé de 2 catégories d'informations, des informations représentant son centre d'intérêt, à quoi il s'intéresse, qui sont à récupérer. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces intérêts? En analysant des courriels de l'étudiant, une session de chat ou de discussion de l'étudiant avec ses camarades. C'est clair? C'est comme pour l'exercice précédent. Je vous ai dit, le profil, soit on le trouve explicite, soit on le déduit. Mais ici, puisque c'est un système où nous avons des inscriptions, etc., et nous avons aussi un système qui permet des échanges entre étudiants. C'est comme vous avez par exemple une page Facebook où il y a un site, et après, il y a des échanges entre vous de messages. Voilà. D'après les échanges de ces messages, on peut analyser les messages pour savoir est-ce que l'étudiant il s'intéresse ou pas. C'est clair? Pour les centres d'intérêt. Voilà. La même chose que l'exercice précédent, c'est-à-dire on fait une certaine analyse pour trouver est-ce qu'ils intéressent. Qu'est-ce qu'on va analyser ici, d'après cet énoncé? On va analyser ces courriels, c'est-à-dire ces messages, les messages email. Bien sûr, ici, les messages email dans un contexte d'une plateforme d'apprentissage. Hein? Donc, on ne va pas aller vers son email personnel. Non, c'est un email, c'est des messages liés à la formation. Et même les échanges, c'est lié à la formation. Des messages envoyés par les étudiants. Voilà, donc on peut analyser ces messages et trouver les domaines, les centres d'intérêt de ces étudiants-là. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Deuxièmement, des informations relatives au niveau de connaissance de l'étudiant. Voilà. Et ces informations sont déduites et en analysant les documents ou encore les rapports que produit un étudiant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer les documents. Par exemple, l'enseignant, bien sûr, c'est une plateforme en ligne. L'enseignant va demander aux étudiants de réaliser, je ne sais pas, réaliser un exercice, par exemple. Et après, il y aura une évaluation de cet exercice et il aura une note pour cet exercice, une évaluation. Voilà. Donc, le système, automatiquement, il va aller vers les travaux, devoirs demandés par l'enseignant. Il va analyser directement ces exercices-là, va donner des notes, des évaluations à ces exercices, si elles ne sont pas déjà faites, ou bien prendre l'évaluation directement. Et cette évaluation, il va la regrouper, fusionner, etc. Ça va lui donner un niveau de connaissance ou de capacité de l'étudiant. C'est clair? Tout ça, on est en train de parler du profil. Voilà. Donc, ça se passe au niveau analyse des contenus échangés. Donc, tout ce qui est discussion
d'étudiants, tout ce qui est messages, cours, email, discussion, chat, etc. On va les analyser pour avoir leur domaine d'intérêt. S'ils sont en train de discuter, pardon, de discuter d'un sujet donné, cela veut dire qu'ils s'intéressent. Cela veut dire qu'ils s'intéressent. Donc, on va tirer ceci. Ensuite, on va aller vers la partie devoirs faits par les étudiants, les travaux réalisés, les examens, les tests qui ont été faits de cet étudiant, les quiz, etc. C'est n'importe quel type d'exercice qui ont été faits en ligne, on va ramener ceci. Soit on prend la note directement si elle a déjà été saisie par l'enseignant, soit on évalue le document lui-même et on aura, supposons que c'est un QCM, des questions-réponses qui sont claires et prédéfinies, réponses prédéfinies, etc. Donc, on peut évaluer automatiquement, on peut le faire. Et donc, on ramène la note et cette note-là va nous donner un petit peu une idée sur le niveau de capacité de l'étudiant. C'est clair? Oui? Oui, oui, oui. Ça, c'est cet aspect-là. Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est à vous de déduire que finalement, nous avons besoin d'un agent profil. C'est tout un travail qui est fait ici. Il y a l'analyse des textes et ensuite l'analyse des travaux réalisés par l'étudiant. Donc, c'est tout un travail. Tout ça, c'est tout un travail. Et donc, on doit l'affecter à un agent spécialisé en gestion profil, construction des profils des utilisateurs, plutôt des étudiants, des apprenants, des stagiaires. C'est clair? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? Extraire les informations contenues dans les profils des étudiants de manière à former différents. Ah, voilà. Donc maintenant, exploiter ces profils-là, qui ont été construits par l'agent profil, et former des groupes différents d'étudiants, rassemblés en fonction de leur intérêt et de leur niveau de connaissance. Combler ces étudiants, ils sont rassemblés par leur niveau de capacité et leur niveau, leur degré d'intérêt. Et dans ce cas-là, si on prend c'est comme l'exercice précédent. Nous avons dit que nous avons le prix et nous avons la qualité et nous avons les frais. On travaille les trois en même temps. En fait, c'est comme si on donne de l'importance. Donc, on peut, par exemple, choisir un prix élevé avec une qualité moyenne, etc. Tout dépend du résultat de notre fonction optimisée. La même chose ici. On peut, dans notre groupe, par exemple, trouver deux étudiants. L'un, il a des capacités, par exemple, minimales. Il a un degré, mais il a un degré d'intérêt très élevé. Ceci, ça va aider. Ça va aider en quoi? Ça va aider au travail collaboratif. Parce qu'un étudiant qui est faible, il a été très faible. En plus, il n'est pas intéressé. En plus, il n'est pas intéressé. On va le rentrer dans cette formation qui a comme prérequis avoir un minimum. Non, on ne va pas le faire rentrer dans un autre groupe. Mais s'il a un degré d'intérêt très élevé, ça va compenser en quelque sorte. Vous voyez? Ça va compenser un petit peu. Parce qu'il a un degré très élevé, ça veut dire qu'il va faire beaucoup plus d'efforts. Et donc, ça va un petit peu équilibrer les choses. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, finalement, de cette partie-là, si on lit cette partie seulement, vous voyez combien d'agents? Oui. Que fait le premier agent? Que fait le premier agent? Analyse des capacités, analyse du niveau. Donc, déjà, voilà, oui. Nous avons un agent profil. Un agent profil. Il construit les profils. Et après, nous avons un agent de segmentation. Un agent de segmentation qui va faire quoi? Qui va créer les groupes. Vous voyez, créer les groupes. Et bien sûr, cet agent-là, comment va-t-il créer les groupes? Il a des critères. Ces critères de joie des groupes, c'est les critères de capacité et de domaine d'intérêt. Il va créer des groupes avec comment, d'après vous? Comment va-t-il travailler? Bon, une fonction, non. Ici, c'est un problème beaucoup plus. Pas une fonction, non. On va dire que. Parce qu'il va créer. Et après, segmentation, ça vient de clustering. La segmentation. C'est la traduction du clustering.
Et le clustering, c'est quoi? C'est créer des groupes homogènes. Nous avons un ensemble de données. Donc finalement, ça devient du clustering. C'est un algorithme de clustering. Par exemple, l'algorithme Kamins. Kamins, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du clustering. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un certain nombre de groupes, par exemple. Hein, il va dire, voilà, pour telle formation, j'ai 100 étudiants. Et j'ai besoin de créer quatre niveaux. Quatre de groupes. Attention. Quatre types de groupes. C'est-à-dire que je veux créer un ensemble de... Bien sûr, nous avons dit, puisqu'il y a des critères de choix, ça veut pas, on ne peut pas faire, par exemple, quatre groupes. Donc, je vais faire, par exemple, ici 25, ici 25, ici 25, ici 25. Non. Est-ce que je peux faire ceci? Nous avons dit que, sachant que le critère de segmentation, c'est-à-dire de création de groupes, il faut que ça soit des groupes cohérents. Est-ce que je peux faire ceci? Non, on ne va pas faire ceci, on ne va pas diviser comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un algorithme de clustering. D'ailleurs, segmentation veut dire clustering. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des groupes homogènes en utilisant un type d'algorithme, par exemple le Kamins. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un centre ici, un centre aléatoire ici, 4 centres. Donc, K pour dire 4. Hein. Kamins, ça veut dire 4. 4 groupes, 4 ensembles pour le moment, 4 ensembles. Donc, 4 ensemble pour dire 4 niveaux. Par exemple, le niveau très faible, le niveau faible, le niveau élevé, moyen et le niveau élevé. Par exemple. Hein. Donc, c'est-à-dire les étudiants qui ont niveau élevé. Et quand on dit niveau élevé, ça ne veut pas dire connaissance faible. Hein. J'ai dit que nous avons deux critères. Nous avons deux critères, et la capacité et le domaine d'intérêt. Donc, on prend deux critères pour faire notre clustering. L'essentiel, c'est qu'on va sortir avec 4 groupes, avec ce clustering, qui nous donne, par exemple, attendez, il nous donne ici 10. L'algorithme, hein, c'est le résultat de l'algorithme de clustering. Il va nous dire que voilà, pour le niveau très faible, il n'y a que 10 étudiants qui sont très faibles d'après les profils que nous avons, d'après les 100 profils que nous avons. Il va nous dire que nous avons ici 50 niveaux, ici 50 niveaux moyens. Il va nous dire 25 niveaux faibles. Ça, c'est très faible, ça, c'est faible, ça, c'est moyen. Et le reste, donc 50 plus, il nous reste combien? Faites le calcul. Il nous reste combien pour avoir les 100? 15, voilà. Et 15, c'est le niveau élevé. Voilà. Donc, c'est ce que fait cet algorithme. Vous voyez? Le deuxième agent, celui-là, l'agent segmentation. C'est ce qu'il fait. Il prend la liste des 100 profils, donc l'échange entre ces deux agents, il prend la liste des 100 profils, il va exécuter un algorithme de clustering pour lui donner des groupes homogènes, et donc finalement, on a des ensembles homogènes finalement. Donc, nous avons 10 étudiants très faibles, 25 niveaux faibles, 50 niveaux moyens et 15 niveaux, par exemple, et 15 niveaux élevés. Voilà. Ce qui nous donne cet agent-là, seulement. C'est clair? Oui. Maintenant, la deuxième partie, communication. La deuxième partie, à partir d'une base de connaissances créée et entretenue par un expert dans le domaine de l'enseignement. Donc, quelque part, nous avons une base de connaissances. Et quand on dit base de connaissances, ça veut dire qu'il y a des documents liés à la formation, etc. Donc, base de connaissances. Bien sûr, un expert. Nous avons quelque part un expert de la formation, donc on va faire ça. Donc, nous avons un type d'utilisateur déjà, hein, expert du domaine de la formation. Expert. Voilà. Nous cherchons à mettre en place une interaction entre apprenants, c'est-à-dire entre les étudiants de la meilleure façon possible, c'est-à-dire la plus utile pour un enseignement. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça faire des échanges comme ça. C'est pour l'enseignement, pour améliorer la qualité de l'enseignement. Donc, on doit avoir une plateforme collaborative. Nous devons pour cela initialiser une session d'apprentissage
regroupant un ensemble d'étudiants vérifiant les critères de la session. Donc, la session, il y a des critères. Je vous ai dit, nous avons une formation Python qui nécessite un niveau moyen, par exemple. Ça, c'est un critère de la formation. Elle nécessite un niveau moyen. Donc, si cette session-là, parce que la formation, c'est en session, la session, par exemple, du mois prochain, la session du mois prochain, c'est une session pour le niveau moyen. Donc, elle nécessite un prérequis qui est avoir certaines connaissances en programmation. Donc, le niveau moyen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, on va lancer notre agent segmentation après avoir saisi tous les 100 profils, après avoir fait l'inscription des autres. Il nous donne des groupes. Et cette session du mois prochain, elle va nécessiter des étudiants, elle demande, les prérequis, c'est des étudiants de niveau moyen. Je vais prendre mes groupes, et ils nous disent que, par exemple, les groupes doivent être de 20 étudiants maximum. Je vais choisir, par exemple, parmi ces 25. Vous suivez? Non, plutôt le moyen, c'est 50. Hein? 50. 50. Voilà. J'ai 50 étudiants de niveau moyen et c'est une session qui demandent le niveau moyen. Et après, ils nous disent, par exemple, les groupes ne doivent pas dépasser 20. Donc, on va prendre ces 50-là. On va diviser, par exemple, ici, puisque c'est des groupes. Donc, ça va être 3 groupes de 15. Diviser ça par 3, par exemple. Pour avoir 3 groupes ne dépassant pas 20. L'essentiel, c'est le groupe. Ce n'est pas la même chose que l'ensemble cohérent pour lequel on est en train de... Donc, on prend à partir des 50 de niveau moyen, on prend et on crée nos groupes. Donc, à mettre une interaction très prenante. Et après, nous devons pour cela initier une session d'apprentissage regroupant un ensemble d'étudiants vérifiant les critères de session, par exemple, niveau moyen, que nous voulons établir, comme par exemple le niveau de connaissance requis pour la session et le degré d'intérêt pour le domaine. Je vous ai dit que pour les groupes, on les crée selon 2 critères. Une fois la session est formée, voilà, on a formé la session. Le système procède à l'établissement d'une classe virtuelle. Donc, vient l'enseignement maintenant. Ça, c'est les préparatifs concernant la formation. Maintenant, vient la session virtuelle, c'est-à-dire l'enseignement en ligne en lui-même. Où est-ce qu'elle est? Une fois la session pour l'établissement d'une classe virtuelle, en invitant les étudiants sélectionnés à participer à la session d'apprentissage, donc on va leur envoyer, puisqu'ils se sont inscrits, on va leur envoyer des invitations pour participer tel jour, telle heure à la formation. Voilà, donc on va leur envoyer des invitations. Les étudiants reçoivent un cours, sélectionnés, participer. Ensuite, les étudiants reçoivent un cours d'enseignement correspondant à la session. Donc, on va leur envoyer des documents, des vidéos, etc. Des trucs liés à des ressources liées à leur formation, données par un enseignant expert. Bien sûr, l'enseignant doit être expert du domaine. Puis, le système procède à des tests de manière à mettre à jour le profil des connaissances de l'étudiant. Et après, une fois qu'ils reçoivent la formation, bien sûr, c'est une session, donc il y a des heures, par exemple, chaque semaine, chaque jour, 1 heure, etc. Donc, il y a un emploi du temps, l'essentiel. Le système va procéder à l'évaluation des travaux des étudiants, des connaissances de l'étudiant en fonction de leurs nouvelles capacités, parce qu'ils font de la formation. Après, ils vont passer des tests, ils vont faire des exercices, et après, ils auront de nouvelles connaissances. Ces capacités, on va les mettre à jour, on va mettre à jour le profil, parce qu'ils ont de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. De tels tests pourraient aussi être bien des questions d'un choix multiple. Je vous ai dit, pour pouvoir faire une évaluation en ligne, ben, ça va être des questions, par exemple, à choix multiple. Il choisit une réponse et donc on peut évaluer. Ça devient facile. Ce n'est pas comme écrire une expression écrite. C'est difficile de faire ceci, d'évaluer. Il faut qu'il y ait une personne qui lise l'expression. D'ailleurs, même actuellement, on fait des travaux pour évaluer même les expressions écrites. C'est-à-dire, il fait une expression, comme ça, on évalue est-ce que c'est une bonne expression ou pas. Que de jeux d'équipe, par exemple. Entre-temps, le système doit faire des recherches bibliographiques sur Internet concernant le sujet. Les ressources intéressantes localisées sont envoyées à l'expert. Si le contenu est jugé pertinent par l'expert, bien sûr, les références de la ressource sont alors ajoutées et classées dans la base de connaissances. Vous voyez combien d'agents maintenant? Donc, première partie, c'était pour la segmentation de groupes homogènes, la création d'ensemble
d'ensemble homogène. Par la suite, la deuxième partie, c'est vraiment la formation elle-même. Donc, on va créer des groupes à partir des ensembles cohérents et on va leur envoyer des invitations. Et ils vont suivre la formation et ils seront évalués par la suite automatiquement. Et après, nous avons un troisième volet, c'est la recherche d'informations. Donc, nous avons quelque part un agent qui va faire la recherche sur le net de documents concernant la formation. S'il trouve des documents, il va les présenter à un expert du domaine. Et cet expert, il va évaluer ces documents et s'il trouve qu'ils sont pertinents, il va les ajouter dans la base de connaissances. Et cette base de connaissances, elle va être exploitée et par les apprenants et par les enseignants. Est-ce que c'est clair de ce qui est demandé dans cet exercice? Voilà, c'est un système complet de e-learning qui doit avoir, c'est un système multi-agent parce que nous avons plusieurs modules et en plus ces modules-là interagissent entre eux. Il y a de la collaboration entre tous ces modules-là. Donc finalement, il y a une partie, donc il y a la partie segmentation pour créer des groupes homogènes. Donc on utilise des algorithmes premièrement de construction des profils et par la suite de création des groupes homogènes, et une autre partie pour la préparation de la formation elle-même, les sessions, les groupes, les différents groupes qui soient homogènes aussi, pris dans l'ensemble homogène. Et par la suite, leur envoyer des invitations. Par la suite, ils doivent faire des exercices, lire certains cours, parce qu'on va leur envoyer même des contenus. Par exemple, ça soit des cours vidéo, par exemple, ou bien des documents, bien PDF. Une fois qu'ils lisent, ils vont passer les tests en ligne toujours, à travers cette plateforme, et ils vont, bien sûr, ces résultats, ils vont être évalués automatiquement, et après, ces nouveaux résultats d'évaluation vont être envoyés à l'agent profil qui va encore mettre à jour, parce que supposons qu'il est rentré dans la formation avec un niveau moyen, mais il sort avec un niveau élevé après les tests. On voit bien qu'il maîtrise. Donc, son niveau va, maintenant, s'il va suivre une autre formation par la suite et que ça demande un niveau élevé dans l'aspect Python, donc il sera choisi. C'est clair? Voilà, c'est un système complet de e-learning où vous devez donner tous les agents de ce système et après le rôle de chaque agent. Voilà la solution pour celui-là. Voilà la solution. C'est un système qui a été concrètement réalisé. Hein. Donc, finalement, c'est un système qui contient la partie. Voilà. La partie. Alors, cette partie-là, c'est quoi? Vous me dites. Cette partie-là qui est en gris. C'est la partie? Comment on appelle cette partie? Voilà, il y a la légende. Donc, la partie qui est en foncé, c'est la partie segmentation. Le reste du système, c'est vraiment la formation elle-même, c'est la partie communication. C'est le système de communication, vraiment d'échange entre étudiants durant leur formation. Donc, la première partie, nous avons, comme je viens d'expliquer, nous avons la base profil. Bien sûr, nous avons un agent qui évalue, bien sûr, les travaux des étudiants, analyse les travaux des étudiants. Une fois qu'il analyse les travaux, que ce soit des exercices, des questions, des types d'exercices, de travaux, questions-réponses, l'essentiel, il analyse. Il analyse le chat des étudiants, les discussions des étudiants. Une fois qu'il analyse tout ça, il va le donner à l'agent profil pour compléter l'agent profil. Nous avons dit le profil contient 2 aspects. Ensuite, une fois que les profils construits, on va prendre ces profils-là pour faire de la segmentation, clustering, pour créer des groupes homogènes. C'est clair? Voilà. Maintenant vient l'enseignement lui-même. Alors, pour l'enseignement, soit ça va être un agent enseignant, agent logiciel, enseignant logiciel. C'est-à-dire, une fois que l'étudiant, puisque la formation est bien définie, donc une fois que l'apprenant se connecte, l'agent va lui présenter des contenus. Voilà, va lui présenter des contenus, comme ça, ici, c'est à double sens, des contenus de sa formation.
il va les lire et bien sûr, chaque jour, il va lui présenter des contenus. Par la suite, il y aura des tests, etc. Donc, ça peut être l'enseignant, ça peut être un agent, comme ça peut être un expert humain, comme les deux, comme ça peut être les deux. C'est-à-dire, nous avons un expert humain, enseignant, et après, il y aura un agent enseignant qui va compléter le travail de l'expert humain. Par exemple, comme on peut avoir qu'un humain seulement. Il va envoyer les contenus. Après, l'enseignant, l'apprenant, il va suivre la formation normalement. Et par la suite, il aura l'analyse de. Bien sûr, il y aura une évaluation. Il va passer des tests, etc. Évaluation. Et il y aura l'analyse des contenus que font les étudiants. De l'autre côté, nous avons un expert du domaine de la formation. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, nous avons un agent de recherche bibliographique sur le net, bien sûr. Hein. Ici, c'est le net. Donc, ici, c'est Internet. Donc, il va faire une recherche bibliographique sur le net. S'il trouve des contenus liés à la formation, il va, premièrement, les présenter à l'expert. L'expert, il va lire les documents trouvés par l'agent. Il va valider certains documents, ne pas valider d'autres. Donc, c'est l'expert qui valide, parce que ça, c'est automatique, c'est un logiciel ici, qui va faire une recherche des documents liés au domaine, à la formation. Il va les présenter à l'expert. L'expert, c'est lui qui valide quels sont les documents qui vont être insérés dans la base de connaissances. Et cette base de connaissances, elle est exploitée que ce soit par l'étudiant, soit par l'enseignant, peu importe. L'essentiel, c'est une base de connaissances. Et par la suite aussi, donc ça, c'est concernant l'enrichissement de la base de connaissances. Recherche bibliographique, base de connaissances et l'expert. L'agent planification, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a l'agent sélection et après planification. L'agent sélection, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons dit que l'agent segmentation, il va créer des groupes. Il a créé un groupe de 10, groupe de 15, groupe de 50, groupe de 25. Et ces groupes sont homogènes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, cet agent-là, il va sélectionner. Il va sélectionner on va les appeler les ensembles cohérents. Des ensembles cohérents. Celui-là, l'agent sélection, supposons que la formation, c'est des groupes de 10, de 15, par exemple, de 20. C'est des sessions de fois. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner, par exemple, selon la formation, bien sûr. Selon la formation, il va sélectionner, par exemple, parmi les moyens. Supposons que la formation, c'est des moyens. Il va choisir parmi le groupe des moyens un groupe de 15. Parmi l'ensemble des moyens, un groupe de 15. Et il va envoyer cette liste à l'agent planification. L'agent planification, il va envoyer, bien sûr, des invitations et aux apprenants et à l'enseignant aussi. Il doit savoir à quelle heure il va enseigner. Donc, il va faire la planification des sessions, des différentes séances pour la session de formation. Est-ce que c'est clair pour ça? Voilà, je vous envoie plus de détails sur les échanges. Chaque échange, ça a un sens. C'est un système qui existe, qui a été développé, etc. Et ça a réussi, c'est un système qui est opérationnel, etc. Et maintenant, les systèmes de e-learning fonctionnent de cette manière-là. Même s'ils ne disent pas que c'est du multi-agent. Mais derrière, il y a du multi-agent. C'est clair? Il y a de l'interaction entre les différents modules, etc. Donc, nous avons une partie, disons, intelligente un petit peu, parce que ça demande surtout celui-là. L'agent segmentation, ça va demander un algorithme de plus. Oui? Non, pas numéroté. C'est-à-dire l'enchaînement. Ça, si c'était un diagramme de séquence, je ne sais pas, il y a un certain ordre. Non, il faut dire quels sont les agents, quels sont les utilisateurs. Par exemple, ici, nous avons deux utilisateurs. Nous avons l'agent expert qui alimente d'un côté la base de connaissances, et qui dit à l'agent sélection les critères de la formation, parce qu'il est expert de la formation. Il va lui dire sélectionne-nous les étudiants qui sont les moyens. Vous voyez ici cet échange. Voilà. Donc, les utilisateurs du système, les agents du système, les données du système, les bases de données. Par exemple, ici, on nous a parlé de deux bases de données, les profils, et on nous a parlé de la base de connaissances.
et aussi les échanges entre ces agents-là. Que ce soit échange avec, pas échange, c'est des accès, que ce soit accès aux bases de données pour écrire dans la base ou bien pour lire de la base, ou bien échange directement entre agents. Donc ici, par exemple, l'agent évaluation et l'agent enseignant. Donc, par exemple, l'enseignant, il va envoyer des contenus, après, il va faire les tests, et après les tests, l'agent évaluation va évaluer automatiquement la note et il va la donner à l'enseignant, par exemple, qui va la communiquer, par exemple, aux étudiants. Par exemple, ça, c'est juste un exemple. Donc, c'est les échanges entre les agents, les utilisateurs. Donc, quand on dit échange, ça veut dire interaction entre les agents, les utilisateurs et les données de ce système et quel est l'agent qui accède à ces données. Et par la suite, d'écrire. Donc, vous allez écrire maintenant, vous allez dire que voilà, agent analyse. Qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est d'analyser, par exemple, les contenus, les discussions, les chats, etc. Ensuite, quelles sont ses tâches? Par exemple, lire les messages des étudiants, lire les emails des étudiants, analyser selon des algorithmes d'analyse, etc. Et tirer quelles sont les analyses. Ça peut être un algorithme intelligent ici, hein? C'est-à-dire un algorithme par exemple, Natural Language Processing, des algorithmes d'analyse de texte. Il va trouver, par exemple, les thèmes, par exemple, les thèmes de discussion. Et il va sortir avec des résultats. Voilà. La même chose pour l'agent segmentation. Il va prendre la liste des étudiants qui sont inscrits, hein. Pas qui vont suivre la fin. C'est possible que parmi ceux qui se sont inscrits, il y aura des étudiants qui ne vont pas suivre de formation. Ça va être retardé pour une autre session parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Donc, nous avons l'agent segmentation, il va recevoir la liste, la liste des profils. Ensuite, il va lancer un algorithme de clustering ou de segmentation. Vous dites segmentation. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un autre mot. Vous utilisez les mots de l'énoncé. Donc, de segmentation pour créer des groupes homogènes. Après, envoyer le résultat à l'agent sélection. Et c'est l'agent sélection qui va se charger de créer des groupes pour les sessions de formation. C'est clair? Est-ce que oui? Voilà, voilà. Donc, c'est un type d'exercice qui est... Et il y a beaucoup de systèmes dans la réalité qui sont comme ça. C'est-à-dire que ce sont des systèmes multi-agents, mais on ne le dit pas. On ne dit pas que c'est un système multi-agent. C'est-à-dire, parce qu'ils ne donnent pas comment ils ont développé, etc. Ils développent des plateformes e-learning, mais à l'intérieur, il y a des échanges de messages, des validations, etc., qui se font, que finalement, c'est du multi-agent qui est derrière. Donc ça, c'est l'exercice... attendez. Non, ça, c'est le... Ah, c'est le dernier exercice. Voilà. Donc ici, nous avons un autre exercice. C'est un exercice, c'est un espace. Et nous avons, par exemple, un agent qui a une entrée, une sortie, et il veut rechercher, par exemple, le chemin le plus court. C'est-à-dire rechercher, par exemple, nous avons une entrée et une sortie, et il se déplace dans ce labyrinthe. C'est un labyrinthe, c'est un espace avec des obstacles, et donc tout ce qui est en rouge, c'est obstacle. Voilà, tout ce qui est en rouge, on a déjà parlé de ce type d'exercice. Nous avons des obstacles ici. Et bien sûr, notre agent, il a une entrée, par exemple, ici, et une sortie ici. Et c'est possible, par exemple, de travailler avec un repère, par exemple, travailler XY pour avoir les positions de chaque cellule, c'est-à-dire chaque cellule, elle a ses coordonnées. L'essentiel, cet exercice, c'est comment résoudre ceci en utilisant les agents cognitifs et comment résoudre ceci en utilisant des agents réactifs. Voilà l'exercice. C'est-à-dire nous avons une entrée, une sortie, ça peut être un robot, voilà, celui-là. Voilà, celui-là. Nous avons notre robot. Et l'essentiel, c'est d'évoluer dans cet environnement pour sortir. Voilà. Comment résoudre ce problème en utilisant des agents cognitifs et comment résoudre ce problème en utilisant des agents réactifs. Alors, d'après vous?
Oui, oui. C'est l'heure. Ah, ok, on s'arrête à ce niveau. Donc là, c'est la prochaine séance, on va essayer, bah, si c'est possible, parce que on a besoin de deux. Donc, continue cet exercice et on commence théorie des jeux, mais nous avons besoin de 2 séances pour théorie des jeux. Donc, la semaine prochaine, on peut faire 2 séances. Non, non, celle de samedi avec une autre. Ça nous permettra de terminer le programme. Parce que ceci, on va corriger cet exercice et par la suite faire théorie des jeux, cours, ou bien jeudi. Voilà. C'est bon? Bien sûr. Je vous envoie les corrigés. Et si j'oublie, vous m'envoyez un message pour me rappeler. OK. Au revoir alors.